Bonjour à tous, merci d'être là. Moi, c'est Geoffrey Béhagle, je suis CEO d'Equiden, on a des bureaux ici. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un projet dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle Genesis. Et on reçoit Adrienne de Malray, qui est une des cofondatrices de ce projet. Salut Adrienne. Salut. Merci d'être là. Bonjour à tous. Avant de parler de Genesis, on parle de toi. Les uns et les autres reconnaîtront peut-être un visage familier chez toi. Est-ce que tu peux nous parler des différentes vies que tu as eues ? Ils sont beaucoup trop jeunes pour s'en souvenir. Tu crois ? Non, je dis ça en riant, oui. Moi, j'ai eu une autre vie avant, en effet. On va parler d'environnement, on va parler d'impact. Mais moi, initialement, c'était pas mon métier, du tout. Moi, j'étais journaliste. Je travaillais à la télévision, donc je présentais les infos. Donc c'est pour ça que d'où cette allusion. Comme beaucoup d'entre nous, il y a un moment où on se dit qu'on a envie, en fait, de faire changer les choses. Et c'est comme ça que on va dire que c'était un autre genre de 0 to 1, on va dire que c'était un switch. Un gros switch. Et à quel moment, justement, on prend ce genre de décision de quitter un peu, alors ce qu'on imagine être strass et paillettes, qui ne l'est peut-être pas tous les jours, mais pour se lancer dans un job, dans un projet entrepreneurial qui est radicalement différent de ce que tu connaissais ? Je pense que c'est une décision qui mûrit avec les années. Je vais enfoncer des portes ouvertes, mais il y a parfois des événements dans la vie qui, évidemment, marquent plus. Je pense que des naissances, des enfants, c'est un peu le moment, et c'est là où j'enfonce des portes ouvertes, où on se pose et on se dit tiens, ça fait longtemps que j'y pense, ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça, et là maintenant il faut que je m'aligne. Je pense que ça c'est quelque chose de très important. J'ai besoin de m'aligner, j'ai besoin que ce que je fais corresponde à ce en quoi je crois. Et c'est à ce moment-là en fait qu'on organise ça, et puis après il y a l'opportunité. Moi, il y a eu un moment où j'ai pu partir, parce que quand on se lance dans une aventure entrepreneuriale, il faut avoir un tout petit peu quand même des billes de côté. Hein. C'est pas évident, il faut avoir les reins assez solides à ce moment-là. Moi, j'ai eu l'occasion à la naissance de mon 3e enfant de le faire. Ouais. Okay. Et même si l'entrepreneuriat a été relativement nouveau pour toi, le monde agricole n'est pas tant que ça. Non, c'est là où je dis qu'il faut s'aligner. C'est-à-dire que quand j'ai eu 17 ans à peu près, j'ai même hésité à faire des études d'agriculture. Finalement, je suis partie en sciences politiques, comme quoi, pas vraiment la même chose. Et puis, j'avais des parents qui ont été aussi exploitants agricoles. Moi, j'ai grandi à la campagne, j'ai vu, je sais ce que c'est qu'un tracteur. Voilà, à peu près, je sais ce que c'est qu'un champ. C'est quelque chose, sans avoir été moi-même, en fait, aux commandes, c'est quelque chose que j'ai connu de loin, et c'est surtout un métier pour lequel j'ai toujours eu énormément de respect. C'est peut-être le seul métier auquel on est confronté, vous savez, vous avez déjà entendu cette phrase, on est confronté 3 fois par jour. Donc l'agriculteur, on peut juste lui dire merci, en fait, au quotidien. Effectivement. Une rencontre qui a été importante dans ce projet, c'est la rencontre avec Quentin Zanier. Donc, pour ceux qui le connaissent, c'est l'ancien CEO et cofondeur de Devialet. Comment vous vous croisez ? Comment vous vous rencontrez ? Par une connaissance commune, en fait. Moi, je quitte Canal+ à ce moment-là. Je réfléchis. Je suis vraiment en train de chercher un moyen d'aligner justement agriculture et environnement. Et on nous dit que nous sommes en train, on se connaissait de vue, de réfléchir sur un projet similaire. Et ce qui est amusant, c'est que moi, j'ai eu des réflexes qui sont des réflexes de journaliste, c'est-à-dire que je suis allée voir des experts. Donc, je réfléchissais, je rencontrais des scientifiques, etc. Et Quentin Zanier, qui est un entrepreneur, je pense que on n'est pas entrepreneur comme ça du jour au lendemain. Moi, je ne l'étais pas. Je l'avais jamais fait. Lui, il s'est dit, je vais aller voir les gens du terrain tout de suite. Lui, il est directement allé voir les agriculteurs. Et finalement, c'est en discutant, en confrontant nos approches, qu'est née en fait cette idée de Genesis. Comment est-ce qu'on peut résoudre le problème de l'agriculture, le problème de la transition environnementale, de l'impact et de la durabilité, c'est en s'intéressant en fait à la chose la plus simple, on va dire l'élément qui est aussi important d'un point de vue économique que d'un point de vue environnemental, c'est le sol. Le sol, c'est le premier actif d'un agriculteur. Le sol, c'est là aussi qu'on mesure l'impact sur l'environnement. Et donc est née cette idée d'agence de notation de la santé des sols. La vision du départ est celle d'aujourd'hui ? Je pense que oui, en fait. La vision est la même. La vision est restée la même. Et après, il y a des méandres, en fait. On se promène. On se promène parce qu'on a des clients on essaye de correspondre à un besoin de marché, parce qu'on rencontre des difficultés, donc on s'adapte, on évolue. Mais l'idée de départ qui était il faut avoir un langage commun, en fait. Personne ne détruit l'environnement par plaisir, mais c'est plutôt par méconnaissance. Ça, c'était l'idée de départ.
Donc il faut absolument créer un système d'information fiable, en fait, sur cet impact sur les sols. Je vais vous donner juste une information étonnante sur les sols. Je pense que vous avez tous entendu parler du plastique dans les océans. Voilà, tout le monde sait qu'il y a du plastique dans les océans. Est-ce que vous savez qu'il y en a autant dans les sols aujourd'hui? Donc on le retrouve partout. Et il y a un problème donc voilà, là-dessus. Donc il fallait en fait, trouver un moyen de transmettre cette information. Et c'était l'idée de départ, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Sur un plan entrepreneurial, entre 2018 et maintenant, quelles ont été les grandes étapes de votre projet? Une fois qu'on se tape dans la main pour commencer, on fait quoi après? Il y a eu une première étape un peu R&D qui était très importante, parce que c'est bien gentil, on se dit c'est super, on va créer un langage commun, et puis qu'est-ce qu'on fait en fait derrière? Donc il faut trouver les personnes compétentes. On est des grands usurpateurs, Quentin et moi. Hein. Moi je suis une journaliste, je sais parler de tout sans rien connaître, c'est ma spécialité. Quentin il vient de la tech, donc rien à voir, Quentin Sagnier. Il fallait trouver des gens qui s'y connaissaient. C'est la science, on parle de mesures ADN, de biologie du sol, on parle de carbone, on parle de choses qui sont assez ardues. C'est pas des choses qu'on apprend du jour au lendemain. Donc il fallait chercher d'abord ces connaissances-là. Et là on s'est entouré vraiment d'une équipe assez extraordinaire qui nous avait été recommandée par l'ADEME à l'époque, de scientifiques, donc de scientifiques du sol, et qui nous ont aidés dans cette première phase. Ça, c'est la première étape. On va dire, on est en R&D, on teste. D'abord, on teste les indicateurs qu'on va sélectionner et on trouve des partenaires qui nous accompagnent, qui vont devenir nos clients ensuite. Ça, c'est la première étape. Et puis après, la deuxième étape, c'est la phase de commercialisation, quand on est arrivé à un produit qui est déjà à peu près... qui était déjà très abouti. Et là, vous y êtes, dans cette phase de commercialisation? On est dans cette phase de commercialisation depuis à peu près 18 mois. Mais est-ce qu'un jour, on peut dire que son produit est fini? Je peux me retourner. Je suis pas sûr. En tout cas, la V1 est lancée, et maintenant, il faut la faire évoluer au gré des demandes clients et du marché que tu trouves. Exactement. Bon. Au niveau des financements, un mot. Je ne sais pas si tu as participé. D'ailleurs, vous répartissez les rôles comment entre Quentin et toi? Alors Quentin, il a aujourd'hui la présidence. Moi, je suis en charge du développement. Et puis, c'est l'évolution naturelle de l'entreprise. Là, on est en train de mettre en place une direction générale. Mais ça, c'est des choses en cours. On est 25 aujourd'hui. Okay. Quand on est une start-up à impact, une start-up tech, est-ce que tu aurais des conseils sur la manière dont vous avez géré la recherche de financement? Est-ce que c'était quelque chose de complexe ou finalement, parce que vous avez des noms relativement connus, ça simplifie les choses? Mais voilà, est-ce que tu as un retour d'expérience et des conseils à donner sur cette recherche de financement? Évidemment, quand on a fait partie, on va dire, des grandes startups françaises comme Quentin Sagnier, c'est beaucoup plus facile. La levée de fonds, on va dire que les fonds viennent vous voir. C'est sûr que moi, on en a bénéficié, c'est très clair. Après... il y a la levée de fonds, nous c'était vraiment, on va dire que BPI a été à nos côtés, il faut quand même le dire, en France on est terriblement aidés, enfin terriblement, merveilleusement plutôt aidés. Donc il y a eu aussi une part de subvention publique, et puis il y a une part de financement en fonds propres aussi. Ok. Au niveau des clients que vous adressez, on parle de grands comptes je crois, tu peux nous décrire le profil type des clients à qui vous vous adressez aujourd'hui? Alors aujourd'hui, contrairement à ce que certains pourraient croire, on va s'intéresser à tous ceux qui se sourcent, qui sont enfin, toutes les entreprises qui se biosourcent. Donc ça n'est pas forcément de l'alimentaire. 60 à 90% de ce qui nous entoure aujourd'hui est biosourcé. Donc on a évidemment l'alimentation, mais les cosmétiques, le textile, tout ce qui nous habille est biosourcé. Vous avez évidemment les carburants qui sont en partie biosourcés. Quand une entreprise regarde son impact, en fait, quand elle essaye de mesurer son impact, et si elle essaye de le mesurer réellement sur l'ensemble de la chaîne de valeur, donc c'est ce qu'on appelle le scope 3, si elle remonte à la source, c'est ça, c'est quasiment 60 à 90% est agricole ou forestier. Donc nous, ce sont ces entreprises-là, en fait, qui sont nos clients. Donc elles ont besoin aujourd'hui, elles ont des obligations réglementaires. Elles doivent mesurer leur impact sur toute la chaîne de valeur. Et donc elles viennent nous chercher pour aller voir, en fait, quel est leur impact, l'impact de la production sur les sols. Et là où on a une particularité, c'est que non seulement on mesure l'impact, mais après, on a tout un travail de big data. On va aussi relever les pratiques qui ont été menées sur ces sols et on corrèle, en fait, cette mesure d'état de santé aux pratiques. Et donc, derrière, on identifie des leviers d'action. Parce qu'évidemment, la première question qui vient derrière, c'est « Ah, ok, mais qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer ?» Voilà. J'ai telle note, mais je fais comment pour m'améliorer? Et là, on est d'accord, vous allez au-delà? Alors, nous, on identifie les leviers d'action. En effet, on accompagne, enfin, on donne les informations, on donne la connaissance qui va permettre de nourrir le conseil derrière sur le terrain.
Ouais. Ok. Vos clients sont localisés où? Alors, nos clients, donc on travaille principalement aujourd'hui avec des grands groupes français, mais qui nous emmènent à l'étranger. Donc, on travaille dans 5 ou 6 pays d'Europe. On est aussi présent en Turquie, au Brésil, en Argentine. Ça commence à se développer pas mal à l'étranger. En fait, on suit les besoins de nos clients. Donc, s'il s'agit de la canne à sucre, on va partir sur la canne à sucre. Quand il s'agit des forêts, on part. Là, on a des forêts au Brésil. Voilà, donc on les accompagne en fonction de leurs besoins. Et pour bien comprendre, le projet de notation des sols, est-ce que vous êtes lancé dans une sorte de dynamique de collecter l'ensemble des datas de tous les sols, ou ça correspond à des demandes clients qui vous disent justement, moi j'ai besoin de m'assurer que la production que j'achète correspond à des critères que je dois respecter. Et donc dans ces cas-là, vous cartographiez en fonction de la demande. La force de ce qu'on fait, et c'est aussi la complexité, c'est que justement, on n'est pas sur des moyennes, sur ce qu'on appelle du big data. C'est qu'on pourrait se dire, le coton en moyenne, quand il est produit, ça a tel impact. Voilà. Donc, vous approvisionnez de tant de pourcents en coton, donc voilà votre impact. Nous, on fait tout le contraire. En fait, c'est ce qui a mené cette approche-là, a mené à des scandales dramatiques. Alors après, il y a des accusations de greenwashing, parce que finalement, c'était peut-être pas du tout la réalité de terrain. La réalité de terrain, elle pouvait être bien pire, en fait, que ce qui était donné en termes de moyenne, mais parfois aussi bien meilleure. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on part toujours de données de terrain, ce qui est, je dis la complexité, mais c'est aussi notre différence. Et ça, je pense qu'on s'est battu depuis le début, on nous a pris pour des dingues, mais vraiment. Tout le monde nous disait, mais attendez, vous n'y arriverez jamais, vous n'allez pas aller faire des prélèvements de sol aux 4 coins du monde, c'est impossible, votre truc, c'est pas scalable. On a eu le droit à tout là-dessus. On disait, mais attendez, ça n'existe pas. Bon, bref. Aujourd'hui, c'est notre élément différenciant. C'est notre valeur sur le marché. On arrive à un moment, je pense que pire que l'inaction, c'est le greenwashing. Raconter n'importe quoi à tort et à travers, en fait, c'est plus possible. Surtout dans ce domaine-là. Donc il faut apporter des informations qui sont fiables, qui sont vérifiées. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc c'est devenu, parce qu'il y a 5 ans, en fait, quand il y a 5 ans, on nous disait, vous êtes des dingues. Aujourd'hui, c'est justement ce qui est notre première qualité sur le marché, notre première force sur le marché. Mais concrètement, vous avez déployé des équipes. Ouais. Et c'est quoi comme type de profil qui va collecter ces datas? Vous êtes maqué avec des agences locales qui vont Alors on planter, délègue évidemment, oui, bien sûr, on délègue. Okay. C'est pas nous, sinon il faudrait qu'on ait une armée de évidemment, préleveurs. Ça fait beaucoup de monde, mais c'est quand même une tâche. C'est une tâche monumentale, quoi. C'est une tâche monumentale. Alors, il faut quand même comprendre que plus on fait de prélèvements, moins on a besoin d'en faire, parce qu'il y a quand même tout un système. Ce que je disais, c'est du big data aussi. C'est-à-dire qu'après, il y a aussi la mesure satellite qu'on vient rajouter, etc. Mais on part de mesures réelles. Et après, on ajoute du satellite, etc. Donc, c'est dans l'autre sens qu'on fonctionne. Ensuite, pour les prélèvements, on délègue aujourd'hui. On fait appel à des prestataires externes. Et dans chaque pays, il faut trouver de nouveaux partenaires. Voilà. Ok. Quand on apporte un projet aussi innovant, tu en parlais un peu au déjeuner là, dans ta conférence, mais comment est-ce qu'on fait pour trouver, tu parlais de partenaires au départ, comment est-ce qu'on fait pour démarcher ses premiers clients? Est-ce qu'on commence par vendre, on essaye de vendre même si le produit n'est pas hyper mature, on co-construit avec ses clients, mais quitte à pas vendre et à pas dégager de chiffre d'affaires, et comment est-ce qu'on essaye de décrocher ces premiers contrats? Nous, on était dans un domaine particulièrement innovant. Le sol, il y a 5 ans, alors vraiment, quand je sortais de Canal+, autant vous dire que les gens me regardaient en me disant, mais de quoi tu parles, mais qu'est-ce que tu fais, mais c'est quoi cette histoire, n'importe quoi. La crise. Crise de la Elle a une crise de la quarantaine, ça y est, pas bien. Aujourd'hui, les sols, il y a une loi européenne en cours qui va être signée sur la santé des sols. C'est en train de rentrer dans tous les grands critères de suivi, etc., internationaux. Donc on a bien changé en 5 ans. En fait, nous, on était précurseurs. Ça va mieux, plus facile. Donc, non, mais je disais, les premiers clients, bon, voilà. Donc, les premiers clients, on a été obligés au début, en fait, ça a été des partenaires, c'est des personnes qui nous disaient, ok, on a la même vision que vous, nous aussi, on pense que le sol c'est fondamental. Et donc, ce ne sont pas des clients, ce sont des partenaires. Ce sont des personnes qui vont, en fait, on va dire, prendre des risques avec vous. Nous, on dit, on a des indicateurs, on a quand même une équipe de personnes qui sont reconnues, compétents, des partenariats avec des laboratoires de recherche aussi, qui sont des laboratoires qui ont pignon sur rue. Hein. On travaille beaucoup avec le CNRS, avec l'école normale, etc. Ils se disent, bon, en tout cas, ce que vous nous apportez nous suffit, donc on va commencer avec vous, mais on a conscience qu'on est dans une démarche de R&D. Donc ils vont cofinancer, en fait, ces coûts de développement. Et puis l'idée, c'est que nous, on prend évidemment une grande partie à notre charge. Il y a un moment où, quand ça y est, le produit est arrivé en fait à maturité, ou en tout cas à une phase de maturité, là, ces partenaires deviennent des clients. Ok. Au niveau du contexte de loi,
je dis peut-être n'importe quoi, mais j'ai l'impression que dans l'écologie, pour une fois, la loi a presque devancé la maturité de certaines entreprises ou du marché peut-être. Et j'ai le sentiment qu'un certain nombre de lois ont été prises et qui sont presque en train de prendre de court beaucoup de sociétés qui, jusqu'ici, étaient sur un phénomène plutôt marketing, marque employeur, voilà, et ça devient un truc complètement légal. Et on n'a pas le sentiment que beaucoup sont prêts à ce qui va arriver. Ils ne sont pas forcément prêts, alors que là, on est vraiment à un point de bascule. Et je pense qu'en particulier en Europe, on est sur un point de bascule. C'est-à-dire qu'il y a des lois européennes aujourd'hui, des réglementations européennes qui sont en train de passer, qui font qu'entre 2023 et 2024, vraiment, le monde est en train de changer. Je parle au niveau européen, c'est-à-dire qu'il y a des obligations, mais très très strictes, qui s'imposent aux grandes entreprises. Quand je dis grandes entreprises, c'est plus de 250 salariés, donc ce n'est pas si grand que ça non plus. Donc elles ont des obligations de reporting, de mesure de l'impact, maintenant que c'est chiffré, etc. Donc elles sont obligées de prendre en compte vraiment cette partie-là dans leur business model. Ça devient un vrai problème. Elles ont des obligations de recyclage, elles ont des obligations à tous les niveaux. On peut le voir, donc d'une façon c'est une contrainte, on peut se dire c'est merveilleux pour l'environnement, on peut aussi être très cynique, et je pense ici on est quand même avec des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs, c'est aussi des opportunités de développement pour des entreprises énormes. C'est-à-dire que dans ce secteur-là, aujourd'hui, moi je vois, on est en permanence, moi je travaille sur le sol, c'est déjà ça, mais tous nos clients nous disent, mais on aimerait faire mieux, mais on n'a pas l'entreprise qui nous propose la solution, en fait. Sur le recyclage, par exemple, il y a des vraies questions sur le recyclage. Donc, je pense que là, il y a une opportunité justement pour des créations d'entreprises qui est extraordinaire. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une phrase que j'ai entendue aujourd'hui, mais la valeur des entreprises va de moins en tout cas, ne va plus être corrélée uniquement à des indicateurs financiers, mais à des indicateurs extra-financiers dont ces éléments feront partie. Ça fait partie en effet des discussions en cours, c'est-à-dire d'intégrer dans la valeur d'une entreprise ce qu'on appelle la comptabilité 3K, c'est-à-dire le capital naturel, le capital social de l'entreprise, ainsi que le capital économique. Et donc de donner une valeur différente à une entreprise, ouais, c'est en cours. Est-ce qu'on y arrivera, Chage? Bon, t'es sceptique. Je sais pas. Au niveau, tout à l'heure tu parlais de biosourcing, il y a aussi un terme d'agriculture régénératrice. Tu peux me le redéfinir, ce terme? Oui, c'est plutôt que de travailler, on va dire, contre le vivant ou sans regarder le vivant, l'agriculture régénératrice, on va dire que c'est un nouveau concept, c'est un mot un peu valise aujourd'hui, l'agriculture régénératrice, c'est une agriculture qui, l'idée n'est pas de se dire je suis en bio, ou je suis en... Voilà, mais j'essaye de travailler avec le vivant, en fait. J'essaye d'aller vers, en fait, une amélioration de la durabilité. Donc c'est très fondé sur la santé des sols, justement. Donc je vous disais, le sol, c'est le premier patrimoine, c'est le premier asset économique pour cette production. Donc c'est comment est-ce que j'améliore la santé de cet asset, mais comment l'amélioration aussi de cet asset va bénéficier aussi à l'agriculteur en termes de rentabilité économique. Voilà. C'est les deux, c'est environnement et économie. Ok. Quand on parle de sol, je vois bien le lien avec l'agriculture, avec l'agroalimentaire, l'industrie agroalimentaire. C'est moins évident pour moi le sol et l'industrie du luxe. Et pourtant, je crois qu'il y en a un gros. Nous, on travaille beaucoup avec ils ont les moyens. D'abord, ils ont des risques réputationnels très forts, évidemment. Donc, ils sont, on va dire, précurseurs sur ces sujets-là. Mais le lien avec le luxe, c'est ce qu'on disait, le textile, cosmétique. Ils sont souvent, on oublie, mais quand on prend du parfum, le parfum, c'est de la betterave, en grande partie. Okay. Voilà. L'alcool qui est présent dans un parfum, il est fait à partir, en général, à partir de betterave. On peut prendre un exemple d'un de tes clients dans le luxe, je ne sais pas si on peut le citer ou pas, mais comment concrètement tu bosses avec eux? Quelles sont les problématiques qui te sont soumises et comment est-ce que vous y répondez? En fait, le problème de ces grands groupes aujourd'hui, ils sont obligés de prendre le sujet, c'est ce qu'on disait, ils sont contraints. Alors, est-ce que c'est de l'engagement à la limite ou est-ce que c'est la contrainte? Ouais. Dans un sens ou dans l'autre, de toute façon, ils sont obligés de bouger. Le problème, c'est que quand ils essayent de faire les choses bien, en fait, ils n'ont pas de moyens de le démontrer. Comme je disais, aujourd'hui, ils sont jugés sur des moyennes. Donc, ce qui est important, ce n'est pas la moyenne, c'est l'écart à la moyenne. Attention, c'est un peu technique. Voilà, l'écart à la moyenne. Donc, comment est-ce qu'on arrive à démontrer qu'on n'est pas comme tout le monde? Ça, c'est le problème qu'ils ont. Donc, typiquement, ils essayent de travailler. Moi, je pense à un groupe où on travaille dans le coton. Il y a une coopérative qu'ils ont identifiée qui essaye de mettre en place des pratiques de régénération des sols, enfin, qui a lancé même, elle n'essaie pas, elle a lancé un programme. Il faut après apporter la preuve que ce programme qu'elles ont lancé, en fait, a un impact réellement positif. Sinon,
Ça sert à rien. Ils peuvent dépenser des fortunes. S'ils n'apportent pas la preuve de ça, ça ne marche pas. Donc nous, on a commencé avec une ferme, puis 2 fermes qu'on a suivies. Et l'idée, c'est que maintenant, ils s'approvisionnent sur 1000 hectares pour du coton. Et c'est après de faire de l'audit. Donc chaque année, on vient vérifier, on vient mesurer, identifier les pratiques qui ont eu le meilleur impact. L'idée étant après, évidemment, de propager ces bonnes pratiques à l'ensemble de leurs fournisseurs. Ok. Il y a un lien entre écologie et économie qui n'est pas toujours évident. Toi, tu as l'air de naviguer, je ne sais pas si c'est toi ou vous chez Genesis, mais tu as l'air de naviguer de manière assez à l'aise sur le fait que la protection de l'économie passe par la protection de l'environnement. Et je trouve que c'est pas toujours le discours qu'on entend et on a tendance à séparer un peu les deux. Tu fais pas figure de, comment dire, peut-être pas d'extraterrestre, mais en tout cas de marginal dans cette logique de prenons soin de notre environnement si on veut prendre soin de notre économie et de nos entreprises. Je sais très bien de protéger les ours blancs. Moi, j'aime beaucoup les ours blancs, c'est pas le sujet. mais ce qu'on essaie de protéger, en fait, c'est nous. Quand on protège l'environnement, en fait, c'est nous, in fine, qu'on essaie de protéger. C'est nous. Donc nos entreprises. Donc nos entreprises aussi. Il ne faut pas opposer les deux. Aujourd'hui, les entreprises, il y a quelque chose d'assez intéressant qui est en train de se passer dans ces grands groupes. Elles sont en train de réorganiser, en fait, leur sourcing en sourcing durable, sustainable sourcing. Parce qu'en fait, elles s'aperçoivent qu'il y a un risque sur leurs approvisionnements. Donc, on n'est pas en train de parler même si c'est très important, mais on n'est pas en train de protéger les papillons. On est en train de se dire, attention, j'ai un risque sur mes approvisionnements. J'ai un risque, en fait, sur mon activité économique. C'est ça, aujourd'hui. Je ne veux pas sombrer dans le catastrophisme, mais le sujet, c'est ça. Donc, aujourd'hui, là, moi, je connais évidemment mieux les sols que les autres sujets. Sur les sols, on estime que la perte par an, c'est 1,5 milliard en Europe d'euros. Voilà, lié à la dégradation des sols. 40 milliards dans le monde. Là, je parle d'économie. Donc, c'est vraiment pas un sujet, c'est pas un sujet de rêveur, c'est ça ce que je veux dire. C'est un sujet économique. Et de toute façon, il n'y aura pas de transition environnementale s'il n'y a pas de transition économique. Enfin, s'il n'y a pas un gain économique. On ne pourra pas le faire au détriment d'eux. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que les agriculteurs sont, nous, nos partenaires vraiment clés sur ce sujet-là? C'est qu'ils se rendent compte qu'en améliorant la santé de leur sol, en fait, ils améliorent leur résilience, en fait, face à des aléas climatiques. Sécheresse, inondations, etc. S'ils n'ont pas des sols en bonne santé, mais aujourd'hui, les rendements commencent à se casser la figure. Donc c'est le seul moyen qu'ils ont de lutter. Donc, il ne faut pas opposer les deux, justement, et les deux travaillent ensemble. C'est hyper important. Vous avez des actions politiques, vous, en tant que Genesis, pour influencer ou vous rapprocher de la loi, justement? Moi, je travaille beaucoup sur la partie, justement, affaires publiques. On parlait de quels étaient les rôles de chacun. Je pense que c'est lié un peu à mon passé, forcément, de journaliste. C'est clé. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'en fait, pour faire bouger les choses d'un point de vue environnemental, évidemment, c'est l'action individuelle. Mais quand on essaye de faire des choses d'un point de vue individuel, souvent, on ne voit pas beaucoup de résultats derrière, donc c'est pas très motivant. Il faut faire bouger, en fait, justement, tout le secteur privé, le secteur de la finance. Il faut faire, c'est des mouvements d'échelle, en fait, qu'il faut insuffler. Et pour ça, on a besoin de la loi. On a besoin de la réglementation. Donc, sans être engagé politiquement, moi, je fais un travail, et je l'assume complètement, je fais un travail de lobbying réel pour que certaines choses soient prises en compte. Aujourd'hui, je ne peux que me réjouir quand on me dit qu'on va faire une loi qui va être contraignante sur les sols. Je suis ravie pour nous, évidemment, parce qu'on travaille dessus, mais ravie aussi pour l'environnement. C'est étroitement lié. Et d'ailleurs, la réglementation, pas que dans l'environnement, la réglementation est un accélérateur d'un point de vue commercial, évidemment, et business. Toujours. Et le timing est de plus en plus serré. Oui. Au niveau de l'entreprise, vous êtes combien de salariés aujourd'hui? On est 25. C'est une équipe qui est composée, alors une grande partie sciences des sols et sciences de la donnée, parce que nous, on a vraiment cette compétence-là, c'est la science de la donnée avant tout. Il y a une autre partie qui va être une partie opérationnelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des personnes qui font des prélèvements, mais on a surtout des personnes qui forment, en fait, à nos protocoles de prélèvement. Donc ça, c'est très important. Et puis qui s'occupent de la logistique, parce que c'est bien sympa d'aller faire des trous partout dans le monde, mais ensuite, il faut récupérer les sols, les envoyer, voilà, tout traiter tout ça avec les laboratoires. Et puis, on a une partie, évidemment, plateforme développement, enfin, voilà, sur la partie qui va être l'UX,
qui est très importante, et la partie commerciale. L'outil, évidemment, le support, c'est clé. Enfin, le support. L'outil, la plateforme est clé. Ouais. Le portail ou la plateforme pour tes clients. Toi qui sais parler de tout, tu peux me parler un peu de la tech ou pas? De comment est-ce que la data est processée, comment elle est collectée, comment elle est stockée, comment elle est distribuée? Ou c'est pas vraiment ton domaine? Alors moi, on a des gens, je peux en parler quand même, parce que je sais à peu près comment ça fonctionne chez nous, mais le point clé sur la data, pour nous, c'est la qualité. Si on veut aller vers des modèles, en fait, justement, d'intelligence artificielle, etc., donc si on veut réduire, et c'est tout l'objectif, hein, réduire les prélèvements réels, parce que c'est pas notre vocation hein, de faire un gruyère, il faut avoir de la donnée de qualité. Donc ça demande vraiment des infrastructures. Alors je ne suis pas une spécialiste de ça, mais on a vraiment des équipes qui travaillent à ça, avoir des architectures en termes de suivi de la donnée, qualité de la donnée, contrôle de la donnée en permanence, qui doivent être très puissantes. Donc ça fait partie des choses, oui, en effet, qui ont été mises en place chez nous pour être sûr qu'on avait en fait une donnée de qualité d'entrée. Et puis après, il y a du travail, c'est les data scientists qui font parler cette donnée. Bien. Une fois que justement, quand on a fait parler de cette donnée, j'imagine on vérifie si on est dans les clous ou pas. Si on n'est pas dans les clous, aujourd'hui, c'est ton client qui va mener des actions. Au niveau de Genesis, vous avez quelle ambition sur l'accompagnement de vos clients et peut-être de l'agriculteur dans le travail qu'on va identifier à la suite de ces erreurs qui auront été identifiées de cette mauvaise qualité des sols? Alors, nous, on n'a pas vocation à faire tous les métiers, en fait, évidemment. Chacun on va dire, ses compétences hein, dans ce domaine. Nous, on est vraiment là pour mesurer, identifier les leviers d'action. Et après, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille en partenariat avec des équipes de terrain, donc des gens, des agronomes, qui vont aller sur le terrain. Parfois, dans les entreprises elles-mêmes, il y a des services agronomiques. C'est très bien. Ou alors, on travaille avec des sociétés dont c'est le métier et qui vont ensuite faire ce conseil sur le terrain. Ça passe par quoi comme type d'action? Quand tu dis conseil agronomique, ça ressemble à quoi? Changer les pratiques, quelle est la profondeur de labour, quelle est la part d'espace d'air protégé justement sur une exploitation. Il peut y avoir énormément de choses. Faut-il ou non, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais évidemment les couverts végétaux, voilà, tout ça, c'est des choses pratiques agricoles. Et vous pouvez après repasser derrière pour vérifier s'il y a eu une influence positive. Et on regarde l'impact positif, exactement. Et ce qui est intéressant, parce que il faut accepter la complexité. Mais je pense que c'est propre dans ce qu'on fait nous, mais c'est propre dans tous les métiers. Et souvent, on cherche des solutions simples et rapides, et les solutions simples et rapides, en fait, peuvent conduire peut-être pas à des aberrations, mais en fait, on va dire qu'on a un résultat qui est assez insatisfaisant. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah ben voilà, il faudrait que l'agriculteur fasse uniquement 10 pratiques agricoles et que tout le monde fasse la même chose et ce serait génial et on va sauver le monde comme ça. » En fait, il n'existe pas une agriculture, mais des agricultures. En fonction du pays, en fonction justement de la culture qu'on a, en fonction de plein de choses, des origines, etc. Il peut y avoir des pratiques différentes qui n'auront pas les mêmes impacts. Et donc c'est très important de laisser, je pense, cette liberté du côté de l'agriculteur, et nous, on vient juste pour regarder le résultat. Ok. J'avais lu je crois que votre dernière levée de fonds, c'était 2022, il me semble, et j'avais lu un article de Quentin qui disait que un des objectifs de cette levée de fonds, c'était de valider, entre autres, le marché dans lequel vous êtes. En gros, valider commercialement votre idée, parce que même si elle est très belle et que l'enjeu est là, commercialement parlant, il faut que ça ait du sens, tout ça. Vous en êtes tout dans cette validation de marché. J'ai le sentiment, pour travailler pas mal dans le conseil aussi, dans la transformation durable, que la loi est là, la maturité des entreprises n'est pas forcément là. Le marché a l'air d'être assez peu mature. Quel point de vue tu as, toi? Alors, il était carrément immature il y a 3 ans, on va dire la vérité. Il y a 3 ans, on me disait non, mais c'est bon, moi j'ai mon reporting, je fais appel à une agence, je m'en sors. Et puis après, en fait, les scandales se sont multipliés. Je dis ça avec un grand sourire, c'est horrible. Ça te fait du bien, toi, les scandales. Non, mais en fait, moi, voilà. Donc, au fur et à mesure. Un exemple de scandale, par exemple? Il y en a plein, mais par exemple, il y a eu récemment, et pourtant, c'est une très belle entreprise, c'est pas le sujet, mais Verra, qui est un des grands standards internationaux qui certifie le stockage de carbone. On s'est rendu compte que 90%, il y a une étude de journaliste qui a été faite qui dit que 90% à peu près de ce qui a été vendu, en fait, n'existe pas. Donc, voilà, c'est quand même...
Quand on veut faire de la compensation carbone, on se dit, mais mon Dieu, c'est juste dramatique. En fait, on vend de la fausse monnaie. Voilà, on vend de la fausse monnaie, c'est super. Tout le monde est content, on est tous tout propres. Mais c'est de la fausse monnaie. Donc il y a eu ça, mais dans un autre domaine que l'environnement, dans un domaine social, Orpea, les maisons de retraite. Ben voilà, à un moment, ils n'ont pas réussi à faire remonter, personne n'est allé voir sur le terrain, et ça n'est pas remonté, en fait, l'information n'est pas remontée du terrain, qu'il y avait de réels problèmes de gestion. Ça aussi. Donc tous ces scandales, en fait, les uns après les autres, sociaux, environnementaux, etc. Puis je disais aussi la loi, le devoir de vigilance, par exemple. Il y a une loi sur le devoir de vigilance qui a commencé avec le scandale au Bangladesh. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une usine de textile, et on s'est rendu compte que c'était des enfants qui travaillaient dedans, et l'usine s'est écroulée, c'est il y a quelques années. Depuis, il y a un devoir de vigilance. Une entreprise, même si elle fait appel à un fournisseur de rang 1, 2, 3, elle est responsable, elle ne peut pas dire qu'elle n'est pas au courant. Devoir de vigilance, elle peut être traînée au tribunal. Ce devoir de vigilance, il est en train d'être élargi au niveau environnemental. Donc, n'importe qui pourra mener une action en justice contre une entreprise qui, par exemple, a déforesté. Voilà. Donc, tous ces sujets, donc oui, immaturité. Il y a 3 ans, complètement immature. Aujourd'hui, là, ils commencent à se dire tous, oula, pareil, alors convaincus ou parce qu'ils ont peur. Est-ce que c'est la peur qui les fait avancer? Je ne sais pas, en tout cas, ou les convictions. Mais en tout cas, ils se disent tous, là maintenant, on doit aller plus loin. On doit aller beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, nous, on a vu le changement. Il y a 3 ans, on devait expliquer ce qu'on faisait. Il y a 2 ans, on vient nous voir en disant, oui, mais enfin, on va encore prendre la solution qui est plus simple. Et maintenant, c'est des appels entrants. Donc c'est complètement différent. Ça, c'est assez génial. Comment vous gérez l'acquisition client? Justement, vous avez des appels entrants, donc ça, canon. Vous avez des équipes aussi de business développement et du coup, des clients qui sont plus au courant et un marché plus dynamique. Ça, tu le constates. Alors, le marché est beaucoup plus dynamique. Puis il y a aussi, ce que je disais, les règles comptables des entreprises qui, là, c'est 2024, donc elles sont en train de se mettre en... On y est, ouais. Se mettre mettre tout en œuvre pour que ça fonctionne. Nous, aujourd'hui, on a une équipe commerciale, en effet, avec une partie sales, une partie customer success, qui gère ça. C'est en grande partie encore géré par nous, par les fondateurs, cette partie-là, mais pas que. Et puis aujourd'hui, nous, plus que la démultiplication des clients, même si on est content d'avoir de nouveaux clients, c'est surtout la réussite d'un projet et la satisfaction, en fait, qui va être importante. On est à un stade où on ne peut pas se permettre, en fait, de se planter, mais personne ne peut se permettre ça, mais c'est clé. La satisfaction du client est clé à cette époque-là, à ce stade-là de développement. Clairement, quitte à faire un peu de surqualité ou d'y passer quitte à faire de la surqualité et d'y passer plus de temps. On investit énormément de temps auprès de nos clients. Oui. Comment on fixe ses prix dans un marché qui est complètement neuf? Eh ben, c'est très compliqué. Ouais. Ça dépend du client. Tu vas te botter en touche ou pas? Peut-être. C'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué parce que, en plus, ils ont tous été habitués à pas forcément payer très cher cette information. Vous êtes sous forme d'abonnement ou sous oui, forme c'est un abonnement sur 5 ans. On a un abonnement généralement de 3 à 5 ans. Après, parfois, on a des projets qui sont ponctuels, mais la plupart du temps, nos clients, c'est des abonnements 3, 5 ou 6 ans même, parfois. Donc ça, c'est le système, puisque nous, le principe, c'est de suivre une évolution. Donc on revient, donc c'est un abonnement. La définition du prix, parce qu'il y a la définition du prix par rapport à un coût, et puis il y a aussi la propension à payer en face. Et quand on vous dit, ah ben moi, voilà, exactement, la valeur de ce qu'on donne. Quand pendant des années, vous avez donné votre impact en disant, ah mais moi la ligne d'information sur mon coton, je pars du coton, c'était 1 € la ligne d'information d'impact, mais vous approvisionnez sur quoi? 100 000 hectares, ça me coûtait 1 € d'avoir ma mesure d'impact. Et là, vous leur dites, bah, écoutez, ça va plutôt être... En fait, on va ajouter autant de zéros quasiment que d'hectares. Oui, en effet, c'est un peu compliqué. Il faut une certaine maturité. Mais j'ai envie de dire, on pourrait presque retourner la question. Nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on dit à nos clients. C'est qu'investissez-vous, en fait, sur le contrôle de l'information, sur le contrôle de votre impact? Qu'est-ce que vous mettez sur le contrôle de votre impact, en fait? C'est vachement intéressant. Donc, nous, dans la recherche du prix, c'est comme ça qu'on a réussi à faire bouger les choses. C'est si quelqu'un vous dit « Ah mais moi je mesure entièrement mon impact environnemental, etc. et ça me coûte, pour un groupe international, ça vous coûte 10 000 € par an », c'est pas possible. Il y a un sujet. Et tu sens que la peur du scandale motive le portefeuille? La peur du scandale, les fonds activistes aussi, au niveau de l'actionnariat, ça commence à devenir très dangereux. Il y a beaucoup les banques, Total, tout ça, ils commencent à être vraiment malmenés. La jeune génération est assez tenace, on va dire. Sur le sujet, ça passe plus aujourd'hui.
le fameux Say on Climate qui a commencé, c'est-à-dire que voilà, on vous juge sur ce que vous allez faire en fait. Et ça a une influence sur le cours de l'action, donc ça devient dangereux pour eux. C'est vraiment dangereux. À nouveau, économie et environnement vont ensemble. C'est d'un autre point de vue cette fois-ci. C'est pas un risque sur la ressource, mais c'est plutôt la valeur de ton action. Qu'est-ce qui a été... Non, il faut peut-être commencer à bouger un petit peu. Clairement. Qu'est-ce qui a été dur, ou qu'est-ce qui a été le plus dur dans ce projet? Parce que j'imagine que tout a été relativement complexe, mais il y a peut-être des choses qui ont été pour lesquelles tu t'attendais pas à autant de difficultés. Il y a eu... tout est toujours dur en fait. Je pense que c'est le chemin même de l'entrepreneuriat, c'est difficile en fait. C'est quoi être entrepreneur? En fait, c'est résoudre des problèmes. Moi, j'étais pas entrepreneur avant. C'est en créer et en résoudre. Ouais. Non, mais on passe chaque jour, c'est résoudre un nouveau problème, c'est ça. Donc c'est tout le temps difficile, mais c'est ce qui est aussi hyper stimulant. Qu'est-ce qui a été difficile? Il y en a presque trop. Je pense, en effet, le manque de maturité au début. C'est-à-dire que quand on est porté par ses convictions, mais que le marché n'est pas encore là, dis donc, il faut pas lâcher. Hein. Il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher, il faut y croire dur comme fer, et ça a été dur. C'est dur quand on vous regarde en vous disant, mais c'est n'importe quoi ce que vous faites. Bon, c'est assez sympa quand les mêmes reviennent et ils vous disent, finalement, on a besoin de vous. Tu parlais de quoi déjà? C'était quoi ton truc déjà? Bon, et à titre perso, tu es contente de ce changement, toi? C'est génial, d'abord parce que moi, c'est ce que je souhaitais faire. Donc ça, c'est génial de se dire, tiens, check. Je m'étais un peu fixé un challenge et ça, c'est génial. C'est génial de voir une idée devenir quelque chose de réel. Et ça c'est une satisfaction extraordinaire. Après, c'est aussi un investissement considérable. Hein. Et ça, voilà, c'est intellectuel, de temps, voilà. Mais on va dire, le jeu en valait la chandelle. Et puis, c'est pas fini. A priori. Et au niveau des éléments qui ont été difficiles pour toi, parce qu'on parlait du projet qui a des difficultés, toi tu t'es lancé dans ce projet-là en tant que dans l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y a des choses à titre perso qui ont été plus dures que ce que tu imaginais? C'est là où je pense qu'on a eu une bonne association entre Quentin Sagnier et moi. On ne devient pas entrepreneur du jour au lendemain, c'est ce que je disais. Et l'entrepreneur, c'est un goût du risque. On n'est pas du tout pareil quand on est salarié. Moi, j'avais toujours été salarié avant. Je ne connaissais pas ça. Et je pense que souvent, moi, j'aurais pu renoncer. J'aurais pu me dire, bon, allez, c'est pas grave, on va s'adapter, on va faire autrement. Et j'avais à côté de moi quelqu'un qui a monté plusieurs entreprises avant et qui disait, alors parfois, il finissait par renoncer, mais lui, avant de renoncer, il fallait vraiment, vraiment aller très très loin. On va dire qu'il faut se prendre un mur, 2 murs, 3 murs. C'est au 10e mur qu'il disait, finissait par renoncer. Là où moi, j'aurais peut-être renoncé trop tôt. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris avec les années. Et c'est une des grandes difficultés. Donc, il ne faut pas avoir peur, en fait. Il faut vraiment être convaincu jusqu'au bout et continuer. Et comment tu gères ta casquette de mère de famille et d'entrepreneur? J'ai le droit d'être un peu... On pose la même question à un homme ou pas? Oui. J'ai 4 enfants, je peux te répondre. Non, mais je rigole parce que c'est la question qu'on pose souvent. Non, mais en plus, c'est de ma faute. J'ai commencé en parlant, donc c'est tout à fait logique. C'est hyper compliqué. Pas forcément de mère, mais juste de parents. Ouais. C'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué parce que on est dans une culpabilité permanente. Je ne vais pas vous faire vendre le truc de c'est génial, on s'éclate. Voilà. Après, je donne une super image à mes enfants, je pense, parce que ils savent ce que c'est. J'ai une fille qui a 15 ans. Je pense que tous les matins, elle sait ce que c'est que d'avoir une maman qui bosse. Et donc, tant mieux. Ça, je suis très fière de ce modèle-là que je transmets. En revanche, non, c'est pas facile. Non, c'est pas facile parce que des enfants ont besoin de leurs parents, parce que quand vous rentrez à 11h le soir, en fait, il fallait leur parler et vous n'avez pas été disponible. Et donc, non, c'est difficile. Alors, si je trouve quelqu'un qui me dit que c'est génial, franchement, levez le doigt, parce que j'y crois pas du tout. Et tu as mis en place des routines ou des choses qui t'aident? Ça marche, toi? C'est compliqué. Moi, j'ai la chance d'avoir une femme qui bosse pas, donc voilà, ça aide. Et mes 4 enfants, voilà, ils montaient une boîte en parallèle, c'est compliqué. Mais ça demande, après l'avantage de l'entrepreneuriat, c'est qu'on a certaines libertés d'agenda, on peut bosser, voilà, on a de comptes à rendre
à personne au C'est niveau de vrai. l'agenda. Et ça permet de... Voilà, Mais est-ce d'être que la créatif, contrepartie quoi. de ça, c'est pas qu'on bosse tout le temps, C'est possible. comme on n'a pas d'agenda? C'est possible. Mais on est là parce qu'on est fan de notre boulot, a priori. Ah mais voilà, mais c'est ça. C'est pour ça qu'on tient et qu'on lâche pas. Mais vraiment. Moi, c'est pour ça qu'on continue à se lever le matin et à se coucher tard le soir en travaillant. Mais moi, on bosse tout le temps. Tu t'imposes des disciplines Mais ou moi, des j'ai fait routines. les deux. J'ai été C'est-à-dire salarié et entrepreneur. Oui. Mais ça n'a rien à voir. Parce que Bon, mais parce que quand on est salarié, on peut se dire bon allez, maintenant je vais me coucher. et tu sais que tu es payé. Je dis pas que c'est pas pour autant qu'on est planqué, mais il y a pas du tout le même sentiment d'urgence. C'est pas le même sentiment d'urgence. Qu'est-ce qui te manque le plus de ton statut de salarié? En fait, je sais pas si quelque chose me manque parce que ce que je raconte là, c'est aussi une adrénaline qui est géniale. C'est en fait, je suis responsable de la réussite de cette activité. Donc c'est génial. C'est génial de se dire ça. Voilà, je suis responsable de ça. Mais donc le salariat ne me manque pas. Voilà, il n'y a pas de manque de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que je trouve qu'on est en train. Il ne faut pas avoir une vision de l'entrepreneuriat idyllique. Voilà, c'est plutôt ça ce que je cherche à dire. C'est que aujourd'hui il y a quelque chose et depuis une dizaine d'années qui fait rêver, le startup system, etc. Non, c'est dur en fait. Et c'est dur, c'est génial, c'est une aventure extraordinaire, mais c'est dur. Et tu penses que c'est pas fait pour tout le monde? Et je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Et moi, je le dis sérieusement, c'est parce qu'on était deux que ça a pu passer. Et après, il y en a qui naissent comme ça, qui aiment ça toute leur vie. Ouais, certains qui n'ont jamais été salariés, il y en avait pas Et mal qui- dans Speaker aujourd'hui. Tu te demandes comment ils arrivent ouais, dès le départ, être capables de se lancer et d'enchaîner sur des projets sans jamais connaître le monde du salariat. Et ceux-là ne peuvent pas devenir salariés. Ils sont terriblement malheureux. Ils sont cramés, Ils sont grillés. cramés. Quand on voit tout ce que tu as dû apprendre, je pense au recrutement, au RH, au business développement, au marketing, comme tu connaissais quand même le sujet, là on est dans le digital, la technologie aussi des sols, le monde de la data, tout ça. Comment tu t'y es pris dans ces années pour apprendre? Est-ce que tu es plutôt théorique, à bouquiner et à être assez scolaire? Est-ce que ça a été beaucoup de rencontres, de discussions? Est-ce que tu fonctionnes au feeling et puis tu apprends au fil de l'eau? Tu as eu une démarche d'apprentissage formelle ou finalement assez naturelle? Je pense que c'est un peu une démarche. C'est une curiosité. Voilà, c'est une curiosité. Je pense que c'est le vrai. C'est un des ponts. Il y a deux ponts importants entre ce que je fais aujourd'hui et ce que j'ai fait auparavant. Le premier, c'est la curiosité. C'est-à-dire quand on est journaliste, on est curieux et on va chercher quelque chose, on va chercher l'information. Et il faut être capable de s'adapter en fonction de ce. En fait, on va chercher quelque chose, on ne sait pas ce qu'on obtiendra et en fonction de ça, on s'adapte. Donc ça, je pense que ça a été la démarche qu'on a depuis, parce que ça a commencé il y a 5 ans. Je disais, il y a fait 18 mois qu'on est en phase commerciale, quasiment 3 ans de R&D. On a vraiment eu cette démarche. On a rencontré énormément de monde, des scientifiques, des hommes politiques, je vous dis des agriculteurs, beaucoup, enfin, des hauts fonctionnaires. On a vraiment essayé, des journalistes aussi, parce que voilà, qui travaillaient sur ces sujets-là, des entrepreneurs qui avaient monté des choses qui étaient, on va dire, connectées indirectement à ce qu'on faisait. Alors moi, c'est la chose que j'aime le plus, hein, et donc c'est la plus facile pour moi, mais c'est, je pense, pour le coup, indispensable quand on cherche à lancer un projet. C'est vraiment, il faut surtout pas se dire tiens, je vais lire un livre et je vais écrire mon projet comme ça, ou même je vais l'écrire comme ça dans ma tête. Il faut se confronter, il faut vraiment aller au contact, il faut faire mûrir l'idée au contact des autres. Je sais pas. L'approche de seule. Quentin notamment, c'est ça que tu disais tout à l'heure, que Quentin Sagnier qui a besoin de confronter son projet avec le terrain, ouais. C'est assez fondamental. Lui, il était directement sur le terrain. Moi, j'étais avec les spécialistes et lui avec le. Ouais. Et malgré tout, est-ce qu'il y a des bouquins qui t'ont aidé, peut-être pas des sites? Oui, on a beaucoup réfléchi. Les questions, elles sont multiples. Il n'y a pas que le projet lui-même, il y a aussi comment est-ce qu'on va organiser l'entreprise. Il y a typiquement aujourd'hui, on est un peu à la croisée des chemins sur l'organisation. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Est-ce qu'on doit rester dans des systèmes très verticaux ou est-ce qu'on doit passer sur des systèmes plus horizontaux? C'est bien de vouloir changer le monde sur l'environnement, mais le social, c'est aussi quand même clé. Donc, est-ce qu'on a envie de reproduire les modèles classiques d'entreprise? Ça, on a beaucoup réfléchi. Il y avait un livre qui s'appelle Reinventing Organization qui est très bien.
Voilà, donc on a essayé de travailler sur une organisation horizontale au maximum, en se partant du principe que si un jour il fallait qu'elle devienne verticale, ce serait plus facile. À 2, c'est facile. À 25 ou 25, c'est un peu plus compliqué. C'est plus compliqué. Il y a peut-être des porteurs de projets ou des entrepreneurs dans l'âme devant nous qui ont envie de lancer une start-up à impact environnemental ou social, mais quel conseil t'aurais si tu devais en sélectionner un que tu leur donnerais à ces gens-là? Moi, je pense que c'est les convictions. C'est vraiment si vous avez envie. Alors déjà, il y a deux choses. La première, c'est on a besoin d'entrepreneurs dans ce domaine-là. Moi, je le dis, je le redis. Faites-le peut-être parce que vous avez envie de travailler dans l'impact. Faites-le aussi parce que vous avez envie de faire une entreprise qui marche. Les deux, ça va ensemble. C'est pas, faut pas opposer les deux. Voilà. Vraiment, tous les grands groupes aujourd'hui sont en recherche de solutions multiples et variées. Donc, il faut y aller, quoi. Il faut le faire. Après, ça y est, j'ai perdu encore. Je suis fatiguée, moi, c'est la fin. Le conseil. Donc, allez-y, lancez-vous. Et si la deuxième partie, c'est la conviction, ce que je disais, si vous avez des convictions, ce que je disais de l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Parfois, on a envie de lâcher, on est crevé, on n'en peut plus. Voilà, on s'est pris le 3e mur, le 4e client, on a essayé de faire tout son possible, et en fait, il dit qu'il n'est pas content, et c'est horrible. Et voilà, bon. Il y a des moments aussi géniaux, c'est les montagnes russes. Mais quand on travaille à partir de convictions fortes, en fait, tout ça, ça passe. Ça alimente la résilience. Ah bah, ça change tout. Ça change tout. Quand on a... c'est que les déceptions... Alors, on va dire que les victoires sont d'autant plus fortes. Et les moments, les déceptions, évidemment, on arrive à les... Voilà. Et les absorber. Les absorber. Eh ben, merci pour ce partage et ce témoignage. Merci beaucoup. Bravo pour ce projet. Merci. À bientôt, Adrienne. Au revoir.